Question qu'on va se poser et qu'on va poser à Christophe Bourdageau qui est à mes côtés en plateau, le fondateur d'Isobourse. Bonjour et bienvenue Christophe. Bonjour Grégoire. On va se référer à votre modèle mathématique pour essayer de voir si le marché effectivement a raison de poursuivre sa marche en avant. Rappelons d'un mot, Isobourse est un modèle mathématique qui permet de se soustraire à ses émotions quand on est investisseur sur les marchés. C'est vrai, les émotions qui peuvent nous faire n'importe quoi finalement, surtout lorsqu'on a des épisodes coronavirus et qui peuvent nous amener à commettre le pire, c'est-à-dire être pris dans l'état de panique et vendre tous les titres, alors que finalement, ce que nous dit notre modèle aujourd'hui, on verra tout à l'heure, mais c'est bien de dire on se laisse porter par une tendance, et cette tendance, elle est toujours positive. Ouais. Vous étiez venu il y a 6 mois, c'était intéressant d'ailleurs, hein. C'était fin juillet je crois, c'est ça Christophe. Oui. Rappelons-nous, l'été 2019, le mois d'août 2019 avait connu, alors ces phénomènes qu'on connaît régulièrement sur les marchés, des corrections très rapides, brutales, de quelques pourcents à peine, hein. C'était peut-être 6-7% la correction à l'époque du mois d'août, mais fin juillet, avant même cet épisode de volatilité, vous nous disiez, le modèle Isobourse est au vert, le marché est en train de construire une nouvelle phase de hausse, il faut être constructif sur du moyen terme, donc c'est des horizons peut-être de 3-6 mois pour vous, c'est ça Christophe, il faut rester positif. Et effectivement, ceux qui vous ont écouté le 30 juillet dernier ont peut-être traversé mieux que les autres l'épisode de volatilité du mois d'août. Il fallait surtout rien toucher et surtout ne rien vendre. Et on était quoi, à 5005 à l'époque sur le CAC, c'est ça, tombé à 5005 pendant le mois d'août, Christophe, si je dis pas de bêtises. 5005, 13005 sur le DAX, enfin 5005 sur le CAC, 13005 sur le DAX. Bon. Eh ben, on est au-dessus aujourd'hui. Hein. Plus de 10% en fait. Hein. Et puis même, on était à... J'ai plus trop la valeur du S&P 500 également, mais voilà, il y a plus de 10% sur les 3 indices. Alors effectivement, fin juillet, on pouvait se poser la question, tout va bien, tout va trop bien, ou finalement... Mais finalement, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, sauf que fin juillet, il y avait déjà 1 mois que notre modèle avait donné un signal positif moyen terme sur l'indice CAC 40. On a eu un signal positif fin juillet sur les indices américains. Quelque part, on a vu un mois d'août, alors le 15 août, on touchait 5200, on est donc 5005 fin juillet, on était à 5200 points, même 5180 points le 15 août. Et quelque part, en fait, c'est le propre des marchés haussiers. Dans les marchés haussiers, les corrections sont généralement violentes et courtes. Et il faut savoir prendre ce recul indispensable pour nous permettre de dire, mais ok, mais je garde des valeurs. Alors, effectivement, entre-temps, on a pu vendre aussi quelques valeurs. Voilà, c'est aussi normal. Mais dans l'ensemble, quelqu'un qui était investi fin juillet, finalement, il peut se féliciter aujourd'hui d'avoir un portefeuille qui a grossi de plus de 10%. C'est ça. La preuve, alors, a posteriori, effectivement, que chaque trou d'air doit être vécu comme une opportunité. En tout cas, dans ce marché haussier, ce sont des trous d'air qui sont là pour être achetés et pour permettre de renforcer éventuellement les positions. Ça marche depuis 10 ans et vous dites, il n'y a pas de raison que ça change. Parce que moi, je vois maintenant des investisseurs avec le niveau de valorisation des marchés, avec les records historiques sur tous les grands indices, le stock 600, les marchés américains. Il y a cette nouvelle peur qui est en train de se développer, qui est la peur d'acheter le top de marché, d'acheter au plus haut. Et en fait, vous dites, non, cette peur, il faut lutter contre, parce qu'on est dans une tendance haussière qui est encore affirmée peut-être un peu plus aujourd'hui, Christophe. Évidemment, c'est toujours le même danger en bourse, c'est de se dire, est-ce que le marché n'est pas trop haut ? Mais qui sommes-nous, être humain, pour dire que le marché est trop haut ? Finalement, on s'empêche, on se retient, on se dit mais non, finalement, il ne faut pas faire ça. Il faut se laisser porter tout au long que la tendance majeure, donc majeure qui dure plusieurs mois, va rester valide. Cette tendance, elle peut rester valide pour combien de temps ? Elle peut rester valide 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Par exemple, une valeur, Getlink, ex-Eurotunnel, c'est une valeur qu'on a en portefeuille depuis juin 2017. Pourquoi ? Parce que même si le marché entre-temps 2018 avait été plus complexe, cette valeur, on l'a en portefeuille. Pourquoi ? Parce que sa tendance majeure n'a jamais été remise en cause. Donc, on ne se fixe jamais d'objectif. Encore une fois, qui sommes-nous pour fixer un objectif d'une valeur ? Que dit le modèle Isobourse aujourd'hui là, quand il analyse le marché, quand il analyse cette tendance haussière? C'est une tendance qui est largement répartie, c'est une tendance haussière qui est très concentrée sur quelques secteurs, quelques grandes valeurs. Que dit le modèle aujourd'hui, là, au jour où on se parle, Christophe? Eh bien, le modèle, il dit quoi aujourd'hui? Il dit que quasiment tous les secteurs sont intéressants
et intéresse et devrait intéresser les investisseurs. Alors, on va voir qu'il y a quelques secteurs qui sont un peu encore en retrait, mais aujourd'hui, finalement, tous les secteurs. On va insister sur un secteur, en particulier le secteur bancaire, qui est un secteur qui, lui, vient de donner des signaux à la fin du 4e trimestre 2019. On a des valeurs comme BNP, forcément, Société Générale. Crédit Agricole, si vous vous souvenez, en juillet, je disais que Crédit Agricole est généralement la première valeur, selon notre modèle, à donner un signal. Ça a fait 40% en 2019, Crédit Agricole. Oui, certes. Oui. Non, mais je veux dire, c'est déjà une valeur qui avait pris de l'avance en 2019. Exactement. Et là, on voit qu'on a Natixis qui est en train de rallier les trois autres. Et puis surtout, c'est que si on élargit et qu'on sort de la France et qu'on regarde en zone euro, on voit qu'aujourd'hui, le secteur bancaire est un secteur qui redevient intéressant parce qu'on a les banques italiennes qui ont redonné également des signaux récemment. Et là, ce sont les banques espagnoles. La plus grande banque espagnole, Santander, est en train de donner un signal haussier aujourd'hui. Pour vous, c'est un des secteurs à avoir aujourd'hui, par exemple, le secteur bancaire. Pendant quelques années, il ne fallait pas en avoir. Mais là, vous dites aujourd'hui, un investisseur se doit d'avoir des banques et le secteur bancaire en portefeuille pour les 3-6 mois qui viennent. Pour moi, oui. Il y a 3 secteurs qui sont surpondérés chez nous. C'est les banques, c'est l'industrie et c'est même la santé. Orpea, Sanofi, Corian, et puis même dans les plus petites, Helena Santé. Donc quelque part, ce sont des valeurs qu'on doit aussi avoir en portefeuille. Donc on ne délaisse rien. Ce qui est intéressant, on regarde dans chaque secteur quelles sont les meilleures valeurs. Il ne faut pas avoir de biais, il faut pas être sectaire. Non mais c'est très intéressant parce que on se dit le secteur bancaire c'est quand même risk on maximum. C'est-à-dire on est prêt à prendre le risque ultime sur les actions en achetant le secteur bancaire en bourse qui est un des secteurs les plus en retard. Et en même temps, la santé aussi est un secteur fort alors que c'est traditionnellement un secteur jugé, en tout cas perçu comme très défensif. Les deux sont les moteurs sont allumés de partout là. Exactement. Mais en fait, l'idée c'est quoi? C'est dans un portefeuille, il faut, parce que de toute façon, on parle d'un modèle. Un modèle ne sera jamais systématiquement gagnant, mais statistiquement gagnant. Vous savez comme moi que toutes les grandes institutions financières ont un modèle mathématique. On ne citera pas le plus connu, mais voilà, qui s'appelle Aladdin. Voilà. Ah oui, d'accord. Tout le monde saura le retrouver. Ouais. Tous les modèles ne sont pas systématiquement gagnants, mais statistiquement gagnants. Donc si on veut être statistiquement gagnant, on doit avoir un certain nombre de candidats en portefeuille, soi-disant des actions en portefeuille, mais des actions qui vont être réparties effectivement avec une plus forte pondération sur des secteurs. Mais ce n'est pas à nous de définir quelle est la pondération de chacun de ces secteurs, puisque lorsqu'on analyse le marché, on voit que notre modèle, petit à petit, fait ressortir des valeurs indépendamment des secteurs. Et finalement, au bout du compte, on se rend compte que eh bien voilà, le secteur bancaire est plus important, le secteur industriel est plus important, et voilà. C'est un constat qu'on dresse a posteriori, mais qui montre bien où est la force quand même aujourd'hui dans le marché, à travers quel secteur on a le plus de force et de dynamique. C'est exactement comme ça, parce que finalement, soit on est une grande banque d'investissement et on fait le marché, et donc on décide de pousser tel ou tel secteur, ou alors on est un investisseur particulier et on n'a pas les moyens de ces grandes institutions financières et les modèles de ces institutions financières. On a le modèle ISO-Bourse qui nous renseigne quand même sur ce type d'informations. Il y a une nouveauté depuis qu'on s'est vu en juillet dernier, Christophe. C'est les small caps, les petites capitalisations boursières. Et c'est vrai que c'est un segment qui a été marqué beaucoup de retard depuis, on va dire depuis 2 ans maintenant. Oui. Et là, le modèle est en train de vous dire visiblement qu'il faut se réintéresser à cet univers des petites capitalisations boursières. Exactement. Et en fait, quand on regarde bien, en juin 2019, le CAC 40, en novembre 2019, le CAC Mid 60, donc les valeurs moyennes. Donc les signaux positifs que vous détectez. Exactement. Voilà. Donc juin 2019, c'est sur le CAC, grande capitalisation. Voilà. Fin d'année, c'est les moyennes capitalisations qui envoient un signal. Et fin janvier, c'est le CAC Small qui envoie lui aussi un signal, donc qui met fin à une tendance baissière qui durait depuis mars 2018. Et donc là, en fait, eh bien, effectivement, on commence à voir que si on regarde l'indice CAC Mid and Small, donc qui est l'indice représentatif des valeurs, des petites valeurs et des moyennes valeurs parisiennes, eh bien, on voit que on a une petite pointe verte sur notre modèle qui montre que plus de 50% de ces petites et moyennes valeurs sont en train de repasser positives à moyen terme. Positives, pas en termes de performance, positives du point de vue de notre modèle. C'est ça, en fait, qu'il faut avoir en tête. Et
sur ce plan-là, eh bien, effectivement, on va commencer maintenant à voir que, eh bien, peut-être que l'écart qui aujourd'hui est encore sur 12 mois, on a 12 à 13% de retard des small sur les grandes valeurs. Et petit à petit, on va aller vers un retard. Pourquoi ? Parce que les retards finissent toujours par être comblés. Sur 5 ans, regardez la performance du CAC 40, du CAC Mid, du CAC Small, mouchoir de poche. La même performance. Sauf que là, aujourd'hui, il y a un écart. Et si on reprend maintenant, à partir de 2015, lorsqu'on a connu la reprise de 2015-2016, regardez bien comment se sont comportées les petites valeurs. Ce sont les petites valeurs qui sont emportées avec la croissance. Pourquoi je dis croissance ? Parce que si on regarde l'indice PMI manufacturier, depuis décembre 2017, il baisse. Qu'est-ce qu'on voit depuis juin 2019 ? C'est juste pour faire une relation entre notre modèle et ce que dit l'analyse ce que disent les fondamentaux. Eh bien, on a une inflexion, on a une cuvette, une inflexion. Alors certes, on est toujours sous les 50 parce qu'on a 48. Il y a toujours beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes. On commente le fondamental en permanence et c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Mais vous dites quand même, il y a un début de tendance de quelque chose. Mais oui, encore une fois, si on cherche à trop réfléchir, on n'investit pas en bourse. Et pourtant, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des livrets A qui s'envolent avec 300 milliards, et puis finalement, on voit un CAC 40 sur 10 ans qui a pris plus de 100%, et puis qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit un nombre d'investisseurs qui n'arrête pas de baisser, parce que, je vais quand même le souligner, la lettre de l'Observatoire de l'AMF qui est sortie là, fin janvier, ou plutôt début janvier, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il y a seulement 12% des Français qui sont intéressés pour investir en bourse actuellement. Vous comprenez que c'est dur quand même, mais là je reviens à une question existentielle, pour le coup je remets de l'émotion dans le sujet. Vous comprenez que c'est dur quand même de se dire que c'est le bon moment d'acheter là ? Quand on est au plus haut partout, avec le marché américain, le Nasdaq qui s'envole, avec des titres comme Tesla qui partent de manière hyperbolique dans des phénomènes bullesques. Quand on voit ça, on se dit c'est dur de se dire que c'est le moment d'acheter, Christophe. Oui, mais de toute façon, le moment il est toujours compliqué. Il n'y a pas de bon et de mauvais moment, en fait, quelque part. Simplement, ce qu'il faut juste accepter, c'est que lorsqu'on investit en bourse, on peut très bien arriver sur un moment où le marché va peut-être entrer en consolidation. Ça, entre guillemets, personne ne sait ce qui va se passer demain. Mais si on se contente d'avoir un portefeuille bien diversifié et de le laisser faire son travail sans pour autant trop le regarder quand on est un investisseur immobilier, on ne dort pas à côté de son immeuble. On est d'accord ? Et bien là, c'est pareil. Simplement, nous, on a un œil une fois par mois. Et une fois par mois, on fait le point sur ces valeurs, sur ces secteurs. Et on définit, finalement, tiens, ça je garde, ça, finalement, je dois vendre parce que finalement, ça échoue. Et en parlant d'échec, on pourrait insister sur un point, c'est qu'il y a le secteur automobile qui a eu des velléités haussières à la fin du 4e trimestre. Alors ça, c'est le contre-exemple, vous dites. Enfin, c'est pour l'instant encore un contre-exemple. La participation à la hausse est de plus en plus large. Vous dites quasiment tous les secteurs là sont sur des tendances positives, plus ou moins affirmées. Vous surpondérez, je rappelle, les banques, l'industrie et la santé aujourd'hui. Il y a encore le secteur automobile qui vous pose problème, c'est ça, Christophe ? Et oui, pourtant, enfin, voilà, encore une fois, systématiquement gagnant, non. Statistiquement gagnant, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les signaux qu'on a vus apparaître sur des valeurs comme Valeo, Forestia, pour citer elle, au 4e trimestre 2019, eh bien, aujourd'hui, ces velléités haussières peinent à se confirmer. On voit que Valeo, effectivement, reste sous la barre des 30. Vous voyez, pourtant, je ne définis pas l'objectif. Simplement, je vais le dire maintenant, j'ai regardé là avant de venir, Valeo, concrètement, si on veut que le modèle, qui est quand même passé positif en octobre, si on veut que le modèle reste positif et que la valeur reste en portefeuille, elle devra, à la fin du mois de février, se situer au-dessus de 31 €. Voilà. Et ça, c'est vraiment... d'ailleurs, on regarde, pareil, au sens large, en zone euro, c'est vraiment le secteur qui fait défaut. Et c'est étonnant, Donc... voilà, quelque part, je ne cherche pas à comprendre. Maintenant, dans ce secteur, il y a peut-être Michelin, effectivement, qui reste intéressante parce que le modèle est positif. Je vous dis, Forestia, Valeo, mais attention,
ces valeurs-là, peut-être qu'à la fin du mois... Le signal peut être infirmé d'ici la fin du mois si on n'est pas à 31 € sur Valeo. Je reprends l'exemple de Valeo, mais c'est... J'ai vraiment pris cet exemple pour définir que quand on agrège les données de notre modèle, on voit que sur Valeo, s'il n'y a pas 31 €, finalement, bah voilà, la valeur finalement échouera. Il y a un secteur aussi là qui pose peut-être encore problème, c'est le secteur de l'énergie. Alors j'essaye de faire le lien avec le fondamental. C'est vrai que si on a l'idée quand même d'une reprise de la croissance, malgré l'épisode coronavirus, et le marché semble nous dire que oui, il y a toujours la possibilité d'une reprise et que les indicateurs s'étaient déjà améliorés avant l'épisode du virus et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de rattrapage. Ça c'est le discours, on va dire, le narratif fondamental. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre le retard peut-être d'un secteur comme l'énergie aujourd'hui, Christophe. Oui, on a du mal à le comprendre, mais en même temps, regardez, en 2008, vous aviez le pétrole à 150 $, derrière, ça fait... Et finalement, si on regarde la rotation sectorielle, on voit que dans la rotation sectorielle, l'énergie arrive toujours en fin. Donc finalement, retardons. En termes de timing du cycle, c'est plutôt pas mal que l'énergie n'ait pas encore rattrapé d'une certaine manière. Exactement. Pour l'instant, tranquille, laissons-la. Voilà, la plupart des valeurs, je les ai regardées, les valeurs sont encore en retard, et tant mieux. Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, au contraire. Là, de voir les financières, ça veut dire qu'en finalement, on est bien dans le cycle. La santé, les financières, peut-être que la santé qu'on a vue, on les garde encore, mais peut-être que ça faiblira à un moment. Voilà, mais les financières. Ouais. Après, voilà, les valeurs industrielles, les valeurs technologiques, parce que les valeurs technologiques aussi, voilà, il y a des choses toujours intéressantes à faire avec ce secteur-là, évidemment. On pourrait parler, alors on n'est pas dans la techno, mais on pourrait dire un mot juste sur le marché américain. Voilà, bon, on a vu Apple, on a vu toutes ces valeurs qui continuent de progresser. On voit que depuis quasiment presque 2 ans et demi, Amazon, ça fait sur fait place. plus grand-chose. Ouais. Ça a décroché un peu des GAFAM Amazon. Exactement. Regardons le modèle aujourd'hui. On voit qu'il y a un signal qui est en train de s'établir et peut-être d'être validé à la fin du mois de février. Voilà, point. Non mais je reviens sur l'énergie, c'est intéressant parce que le jour où l'énergie va vraiment décoller et rattraper en bourse, ce sera peut-être, on verra, mais ce sera peut-être un des éléments dans un faisceau de signaux à surveiller, ce sera peut-être un élément qui marquera le début de la fin. Évidemment, je dis pas évidemment, non, mais j'en sais rien. Évidemment non, mais peut-être, en tout cas. Aujourd'hui, l'énergie est en retard, et tant mieux. Et c'est vraiment, on le voit bien, quand on regarde vraiment les grands secteurs, les 10 grands secteurs, il n'y en a qu'un qui est plombé, c'est le secteur de l'énergie. Voilà. Et donc, tant mieux. Et tant mieux. Oui. Non, mais j'entends bien parce que ça veut dire qu'il y a encore de la place pour que ça continue, pour que le mouvement se poursuive. Exactement. Et on pourrait même dire, par rapport à ce mouvement, la tendance long terme. Parce que quelque part... Long terme, c'est quoi chez vous, Christophe? Faut le préciser. La tendance long terme, on est à 6 mois, 12 mois. D'accord. Donc finalement, si on essayait de définir et de calibrer un objectif, encore une fois, je vous en donnerai pas parce que c'est pas mon habitude de donner un objectif, mais plutôt de me laisser porter par la tendance. Mais le S&P 500, depuis 2011, quand on regarde notre modèle, si on avait sous les yeux là tout de suite, on verrait que depuis 2011, il y a eu 2 assauts baissiers en 2015-2018 qui n'ont jamais eu d'effet. Qui n'ont jamais renversé la tendance. Voilà. Donc jusqu'à quand? On ne sait pas. Ouais. Oui, donc en fait, faut pas. Oui, on est à un moment, les marchés sont au plus haut et donc il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de repères au-dessus des niveaux qu'on connaît aujourd'hui. Oui, alors. Ah non, mais non, mais où est le problème? Et encore une fois, quand on investit en bourse, on sait qu'on prend un risque. Mais ce risque, si on a les bons outils pour le calibrer, on va comprendre que voilà, ce risque, on sait comment le gérer, le digérer. Mais aujourd'hui, oui, moi je considère que voilà, aujourd'hui je suis investi. Moi je suis personnellement investi dans mon fonds, enfin le fonds que en fait j'ai créé il y a plus de 10 ans, voilà. Et ce fonds, il a un rendement moyen annuel de 10 ans qui fait 8%. Fonds qui est hébergé par Sansot Yes aujourd'hui, c'est ça, Christophe? Exactement. Non, mais je veux dire, c'est pas juste pour vous ou vos clients privés, ça peut être aussi pour tout le monde. Voilà, c'est chez Sansot. Non, mais c'est pour dire qu'effectivement, je suis personnellement investi dans ce fonds. C'est pour montrer que voilà. C'est un critère important pour beaucoup d'analystes. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci d'être venu nous voir. On vous retrouvera dans 3-6 mois pour reparler de la tendance et du modèle Isobourse. Christophe Bourdageau qui est à mes côtés cet après-midi, le fondateur d'Isobourse, tendance haussière. Pour l'instant, aucun signal de retournement, une participation de plus en plus large à la hausse, même si quelques secteurs encore sont à la traîne. Et d'ailleurs, le secteur de l'énergie est à la traîne et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que vous nous dites. Il y a encore de la place pour que le mouvement se déploie. Les marchés sont positifs cet après-midi. Le CAC 40 touche les 6100 points. Revenu donc sur son sommet du 17 janvier. L'épisode coronavirus a été complètement effacé par la Bourse de Paris désormais.